Bruce Willis. C'est moi. Bonjour Bruce Willis. Ça va bien? Ça va très bien. Ah, ça n'a pas été facile. Piège de cristal, tu l'as vu? Malheureusement, pas T'as encore. pas vu? Non. Ça a été un de mes plus grands films. J'en ai fait plusieurs. Là. T'as vu ma carrière? Moi, quand il y a une explosion derrière, je me retourne jamais. C'est la marque des grands. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Hugo, Oui, tu as fait de l'imitation du coup de la voix de Bruce Willis en français. Mais comment ça, tu sais ça? C'est dans ta bio. Ah oui, ok, t'as fait tes recherches. Oui. Faudrait que je change ma bio d'ailleurs pour que je me détache un peu de mon imitation de Bruce Willis. Mais je fais une bonne imitation de Bruce Willis en français. Ouais. En fait, tu sais que c'est la personne qui traduit Bruce Willis est décédée. C'est un Français qui est décédé l'année passée. J'ai vécu un deuil. Ouais. Tu veux pas que je te fasse mon imitation de Bruce Willis? Avec Je plaisir. le savais. Il est trop tôt, puis je suis à jeun. Habituellement, je bois un peu avant de la faire. D'autres choses que du café. Je vais te la faire. Mais est-ce que t'as jamais vu le film? Donc, Mais tu je vais crois quand pas- même imaginer l'environnement. Ok. Attends, donne-moi le contexte déjà de la scène. Oui, bon, c'est Bruce Willis est dans une tour Ok. en feu. Il y a des terroristes qui l'ont pris. Ils ont pris une quarantaine de personnes en otage, dont sa femme, ce qui a été une grave erreur des terroristes. Tu prends la femme de Bruce Willis en otage, t'es mal parti. Et Bruce Willis réussit à trouver un téléphone parce que bon, il vient de buter un des terroristes, puis il prend un walkie-talkie, puis il trouve une façon d'appeler la police. Et là, c'est l'appel à la police. Donc, le téléphone sonne. Qui que vous soyez, ce numéro réservé aux urgences. Vous ne devez utiliser ce numéro qu'en cas d'urgence. Ah, semblant, qu'est-ce que vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? C'est vraiment réussi. Mais il faut que tu aies écouté le vrai extrait ou dans ton montage, tu pourrais le mettre, puis tu vas voir à quel point c'est pareil. C'est mon plus grand talent dans la vie, malheureusement. C'est triste. Mais Oui. t'es quand même monté pas mal dans les aigus là. Oui, c'est ça. Oui, Une voix voilà. un peu déformée comme ça. Comme ça, ouais. Un peu cool, ouais. Mais nous, on imite bien l'accent français, tandis que les Français qui essaient d'imiter l'accent québécois, Mhm. c'est jamais réussi à 100%. Tu sais, je trouve. Alors que du coup, tu vois, moi, si je me mets à causer français comme ça, c'est assez c'est fastoche. Du coup, on n'a qu'à dire du coup. On dit du coup. Donc, à partir d'un certain temps dans le futur, cette ligne, tu vas la retirer parce que c'est Oui, quelque chose que tu vas arrêter. oui, ben je pense que je suis rendu ailleurs, là, de mon imitation de Bruce Willis. Je l'ai fait beaucoup. Je pense que c'était pour être un peu cabotin, mais depuis que je suis un auteur à succès, un auteur sérieux, ben il faut que je me détache un peu du côté un peu grivois là, puis que je me rapproche peut-être d'un personnage plus énigmatique, taciturne. Donc maintenant, j'ai tout le temps les yeux un peu plissés comme ça, puis parfois je regarde, je fixe l'horizon, puis je réfléchis, perdu dans mes pensées comme ça. Et est-ce que maintenant t'es un auteur à succès parce que t'as écrit ta propre autobiographie? Hein? Excuse, tu m'as parlé, Victor? Et je me disais, Oui, ok. est-ce que t'es devenu un auteur à succès parce que t'as écrit Ah. ta propre autobiographie qui te met en lumière? Ouais, ben ça, c'est une bonne vieille ruse. Tu sais, si t'es pas capable, à cause de ton talent, de devenir assez connu pour que les gens fassent ta biographie, la solution, c'est de la faire toi-même. Eh oui. Oui, c'est le bon vieux truc. Le problème, c'est que ça n'a pas été, comme on dit, un succès, un best-seller. J'en ai vendu un petit peu moins que Harry Potter et la Coupe de Feu. Un petit peu moins. Mais, blague à part, j'avais déjà demandé à l'éditeur de ce livre-là. J'avais écrit, parce que je voulais savoir, tu sais, on est tout le temps curieux de savoir combien on en vend. Puis j'avais écrit à mon éditeur, j'avais dit, est-ce qu'on en a vendu pas mal finalement de la biographie et tout? Puis il m'avait dit, tu sais, Hugo, on a eu beaucoup de plaisir à faire ce livre-là. Donc c'était ça qu'il m'a donné comme réponse. Fait que je pense que ça s'est pas vendu beaucoup. Mes parents l'ont acheté, par contre. Ça se compte sur les doigts de la main. Un peu plus, mais pas. Ouais, c'est ça. Mettons, Avec les pieds. Avec les pieds, avec les orteils. C'est des débuts modestes. Donc, est-ce que tu peux nous en parler de cette biographie du coup? Ça relate des faits qui sont absolument vrais. Tout est Oui. vrai dans ce livre, il faut le dire. Oui, tout est vrai, parce que c'est connu, les auteurs inventent pas ou sont pas en train de romancer. Jamais. Si on pense à des gens qui. Alexandre Jardin, tu sais, des gens qui ont jamais inventé une partie de leur histoire. Ah, quoi que Alexandre Jardin, ouais, c'est vrai. T'étais-tu au courant de ça? Bah, j'ai vu que t'en avais ciblé 2 ou 3. Ouais.
pour les confronter? Oui, mais en fait, c'est parce que ce livre-là, le projet, c'était plus une boutade sur tous les gens qui font leur bio, avec plus ou moins de grandes réalisations. Fait que c'était à ce moment-là, je me suis dit, bon, mais si telle personne, c'est des vedettes, mais pas non plus, c'était pas Steve Jobs non plus, là, c'était vraiment des gens qui ont vécu des mini-épreuves, j'ai perdu ma grand-mère ou j'ai vécu un deuil, j'ai fait une dépression, puis qui se sentent ensuite autorisés d'écrire leur vie. Et ce côté-là, je trouve, c'est un peu un miroir de notre société où on a l'impression que tout ce qu'on fait est digne de mention, tout ce qu'on fait devrait se mériter un long statut Facebook, une story. T'sais, on est en train, dans le fond, de faire notre propre biographie en temps réel. C'est un peu ça le point de départ. C'est que, bon, ben, je me suis dit, si tous ces gens-là ont pas cette retenue-là, pis cette modestie-là, mais pourquoi aussi? Fait que c'était comme un jeu. Mais évidemment, je pensais pas que les gens allaient s'arracher ma biographie pour savoir ce que j'ai vécu comme vie. C'était plus une niaiserie. Mais d'aller confronter ces gens-là, j'ai parlé à des vraies personnes, j'ai lu plein de biographies dégueulasses, là, horribles, là, où il y a des mettons 4-5 chapitres qui vont parler d'une bagatelle, là, d'un accident de voiture ou je sais pas quoi. Et je voulais quand même rencontrer ces gens-là pour voir, c'est quoi la démarche et tout ça, puis c'était un peu baveux. Tu comprends, baveux? C'est un peu moqueur. Ah oui. Baveux, c'est comme dire, c'est un peu, tu te payes la gueule de quelqu'un un peu, mais subtilement, en finesse. Apprendre avec des pincettes. Apprendre avec des pincettes, puis non, apprendre avec des pincettes, c'est comme... excusez-moi, c'est mon c'est vocabulaire. une autre expression, ça. Ouais, en tout cas. Bref. Mais du coup, pour toi, pour mériter d'avoir une autobiographie, il faudrait avoir une certaine légitimité du vrai vécu. Avoir fait la voix de Bruce Willis, par exemple. Oui, ben, exactement. Non, ça, c'est pas assez gros, mais... Je pense que ce livre-là, la biographie, la morale de l'histoire, c'était aujourd'hui, tu sais, dans l'ancien temps, dans plus vieux que moi, il fallait que tu aies eu une vie extraordinaire pour mériter ta biographie. Tu étais souvent sur ton lit de mort ou à l'hiver de ta vie, puis tu étais dans la période des bilans, puis là, on faisait ta biographie. Mais aujourd'hui, tu peux avoir ta biographie à 25 ans. Justin Bieber avait sa biographie, je pense qu'il avait 16 ans. Fait que les gens, ils ont des biographies de plus en plus jeunes, ce qui fait que tu racontes, qu'est-ce que tu racontes là dans la vie de quelqu'un qui a 24 ans, là, même si tu as fait de grandes choses, même si tu es allé en voyage, faire un voyage de coopération internationale avec l'école, ça justifie pas ta biographie, mais je trouve que c'est symptomatique de notre société où ce qu'on se trouve rapidement très bon, alors qu'avant, ben, t'attendais que la personne soit morte ou presque pour commencer à écrire tes mémoires. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, tu sais, si t'écris ta biographie à 40 ans, qu'est-ce que tu vas faire à 60 ans, 70 ans? Fait que c'était un peu ça. C'était comme un peu un livre, c'était un message qu'on voulait passer, qui a pas été entendu tant que ça, si je me fie aux ventes. Mais du coup, moi, je pense que la faute, elle peut être aussi mise sur les éditeurs qui acceptent de les publier. Il faudrait qu'ils disent non, toi, tu passes pas. Ben, c'est un excellent point, Victor, parce que c'était justement ça le but aussi, de montrer que le monde de l'édition, c'est une business. Tu sais, dans le fond, on oublie, parce qu'il y a quelque chose de noble sur la littérature, t'écris des livres, t'es dans une maison d'édition, il y a quelque chose d'un peu romantique là-dedans. Okay. Alors qu'en réalité, ces gens-là, ils veulent pas publier une daube là, ou un livre qui se vendra pas, ils veulent publier un livre qui va se vendre. Donc, des fois... Certains sont prêts à tout, mais j'ai interrogé des éditeurs là-dessus et ce qu'ils vont dire, puis tu sais, je suis quand même assez d'accord avec ça, c'est que pour justifier un risque, mettons qu'ils prennent un risque en te publiant, ou toi ou moi, parce qu'on veut faire un livre de poésie, là. Bon, mais pour justifier cette perte d'argent probablement programmée là, ben ils vont publier 2-3 livres des gros vendeurs avec des vedettes qui vont parler de leur enfance, puis tout ça, puis ces livres-là vont se vendre. Parce que c'est ça aussi la morale de l'histoire, c'est que les autobiographies de vedettes, ça se vend hyper gros. N'importe qui sort sa bio, tu sais, Johnny Hallyday. Il est mort, hein, Johnny Hallyday? Oui. Bon, mais mettons un monstre sacré comme ça, Renaud qui décide de sortir sa bio, quelqu'un qui est rendu quand même vieux, ben tout le monde va se l'arracher, même si c'est mal écrit, ils vont faire de l'argent avec ça. Mais quoi qu'en même temps, c'est un mauvais exemple, Renaud, ça serait intéressant. Mais c'est comme si, je sais pas, qui est Squeezie. Squeezie, c'est pas un Français, lui? Squeezie, Lucas Auchard. Ouais, c'est un Français. Le YouTuber. Bon, si lui sort sa bio, mettons, ben ils vont en vendre beaucoup plus que tous les livres que j'ai, tu sais, je veux dire, ça va être un best-seller de fou, là. C'est ça. Fait que c'est ça aussi, ces gens-là, les éditeurs veulent faire de l'argent, donc sont prêts à signer ces gens-là pour faire de l'argent, puis on peut pas leur reprocher de vouloir faire de l'argent. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis les créateurs en ligne, ils ont leur propre canaux de communication direct avec leur communauté et aussi...
Mais t'as raison que c'est vraiment, tu sais, mettons que tu sors un livre puis tu fais un bon livre. Mm-hmm. Tu sais, est-ce que, dans le fond, un jour, les gens, ils auront plus d'intérêt? Tu sais, quelqu'un de ton âge, est-ce que tu aurais un intérêt à écrire un livre? Dans l'optique où tu peux rejoindre des milliers de personnes en ligne, tu rejoins plus de monde avec tes capsules que je rejoins de monde avec mon livre. Donc, à un moment donné, est-ce que tu voudrais écrire un livre? Pourquoi? Pour avoir un souvenir dans ta bibliothèque? Est-ce que c'est quelque chose qui va disparaître dans 10, 15, 20, 100 ans, le buzz d'avoir un livre? Alors que tu peux rejoindre, tu sais, un YouTuber peut rejoindre, tu sais, il y en a qui ont 1 million ou plus de followers. Ben, pourquoi il irait écrire un livre pour beaucoup moins de reach, quand même. C'est ça, parce que souvent on place le livre comme un objet sacré. Ouais. Et oui, t'as tout à fait raison. Ouais. Pour raconter sa vie, on peut juste faire une vidéo facecam où on raconte sa vie. Pogne, ça se partage, il y a plein de views, mais il y a quelque chose de sacré dans le livre, mais peut-être que ça va disparaître. C'est ça, je me demande, ta génération a toute cette pression-là, mais tu sais, si, mettons, dans 3-4 générations, les gens, ils ont plus, il y a plus d'intérêt à publier un livre, ben je sais pas, peut-être que je paranoïe, là, peut-être que le livre est là pour rester. Mais j'avoue que tu peux atteindre tellement plus de monde, puis il y en a des YouTubers qui racontent leur vie en temps réel, là, qui vieillissent avec leurs fans, tu sais, qui se marient, donc c'est ta vie. Et à côté de cette autobiographie qui s'est vendue avec les doigts des mains et des pieds, t'as aussi fait d'autres ouvrages qui ont vraiment retenu l'attention de la presse et des lecteurs, notamment un où tu racontes un peu les coulisses de l'enseigne Walmart. Exact. Ben oui, je faisais du journaliste d'infiltration, moi, pendant un moment. C'est-à-dire que, c'est ça. Donc, ça le dit. T'es incognito et j'avais décidé d'aller chez Walmart travailler parce que ça faisait 20 ans que Walmart existait au Québec. Okay. Tu sais, dans le fond, ça fait longtemps que ça existe aux États-Unis. On fêtait les 20 ans au Québec et on sentait plus que c'était vraiment l'espèce de compagnie épouvantail qui faisait peur au début, qui allait manger tous les petits commerces. Cette portion-là était oubliée parce que, Walmart avait déjà mangé tous les petits commerces. Ouais. Donc, il était tranquille depuis 15-20 ans. Puis l'idée, c'était d'aller voir comment ça se passait. C'est quand même, quand je l'ai fait, c'était quand même la compagnie privée la plus lucrative sur la planète. C'est une armée, Walmart. C'est 2 millions d'employés. C'est les chiffres d'affaires, c'est astronomique. Donc l'idée c'était d'aller un peu voir de l'intérieur. Puis on entend toutes sortes de légendes urbaines sur Walmart, comme la chanson. As-tu déjà entendu parler de ça? Il y a un pep talk le matin, il y a une chanson, une espèce de bande d'encouragement pour encourager les employés. Donc on est réunis dans le milieu de la salle, puis on tape des mains, puis Walmart c'est W-A-L-M, puis on crie Walmart. C'est ça, puis là, tout le monde, Walmart! Mais ça existe. Mais on en entendait parler, mais l'idée, c'était d'aller. Puis, je me suis fait engager pendant 3 mois dans les produits surgelés. J'étais très bon. Puis, c'était très physique comme job. Tu sais, je suis habitué de travailler juste devant un ordinateur. Donc, j'avais un super poids santé pendant ces 3 mois-là. Je travaillais super physiquement. Puis, ils ont des machines pour soulever les... Oh que non, non. C'est vraiment à pression comme ça, là. Ça s'appelle un tire-pale, tu connais? Ah oui, comme ça. Ouais, puis là tu tires ça dans transpalette. Il y a un transpalette, mais il y en avait des électriques, mais évidemment, c'est jamais moi qui l'avais, c'était tout le temps le vieux de la vieille. Puis moi, je le tirais à bras dans l'ascenseur, le monter sur le plancher. Mais c'est fascinant de travailler chez Walmart parce que il y a 2 choses. Premièrement, pour les employés, c'est le côté la vie au bas de l'échelle. C'est ça qui m'intéressait, moi. C'était plus sociologique. C'est que tu rencontres des gens pour qui c'est pas un jeu, pour qui c'est la vraie vie. Tu sais, moi, j'ai fait ça pendant 3 mois, puis je suis retourné dans ma bourgeoisie après. Fait que c'était comme plus une dimension de jeu. Tu sais, je savais que j'étais là, j'avais une date de péremption, tandis que les gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans au salaire minimum. Puis c'est fascinant de voir à quel point on prend pour acquis plein de choses. Tu sais, exemple, j'arrivais au début avec un café Starbucks. Dans mes premiers quarts de travail qui coûte 5$, un latte du Starbucks. Puis les gens, ils me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Genre, t'as-tu gagné la loterie? T'sais, eux autres, ils peuvent pas se payer un latte à 5$. Là. Même chose pour les cigarettes. Je fume la clope, puis j'avais des cigarettes qui étaient pas des cigarettes de contrebande, comme tout le monde avait là-bas. Fait que moi, j'avais un vrai paquet qui coûte comme 15$. Fait que les gens me regardaient. Fait que toute ta vie, un peu, que tu prends pour acquis,
ben, tu réalises que ça te confronte un peu à ta propre vie puis ta propre chance. En même temps, tu sais que ces gens-là, ils travaillent très très fort pour un salaire de crève-faim puis ils auront pas après ça la reconnaissance d'un reportage ou d'un livre sur leur expérience. Ils vont juste travailler là. Fait que ça a été quand même une expérience vraiment sociologique, tu sais, anthropologique même. Puis les clients, c'est les pires, c'est les plus fous clients. Es-tu déjà allé chez Walmart? Ah, bien sûr, quand j'habitais à Côte-des-Neiges, j'ai déménagé hier. OK. C'était mon centre d'approvisionnement principal. Oh, wow. C'est un peu triste, par contre. Tu pars de la France. Ah, quoi que vous avez des Auchan, Oui, Carrefour. Carrefour. Des Carrefour. Des Champions, il y en a-tu encore? Non. Tu sais que j'ai déjà travaillé dans un Champion, puis le slogan, c'était « En France, dans le Nord, Pas-de-Calais, c'est la moins belle région de la France. » Puis les gens disaient « Difficile de battre un champion. » C'était ça tout le temps, la pub de Champion. Ok. Ouais. Je travaillais dans un supermarché, j'étais boulanger. Puis j'avais les cheveux très longs. C'était pendant la Coupe du Monde de 98. J'avais ton âge. J'étais de dos tout le temps. Puis les gens disaient « Mademoiselle! » J'avais les cheveux longs. Puis là, je me retournais et disais « Ah! » Puis là, je racontais plein de légendes urbaines. Ils La disaient voix de Bruce Willis quand tu as fait le Ah. « Ah! » Non, c'est plus « Ouais! » Puis là, les gens disaient « Est-ce que c'est vrai qu'il y a des ours au Québec? » Je dis « Oui, oui, c'est vrai. Il y a des ours partout. » Puis, oh putain, puis là, je dis, des fois, ils rentrent dans le magasin. Oh la vache! Puis là, je dis, là, qu'est-ce que vous faites? Là, je dis, ben, tu prends un pot de miel, tu sais, tu t'ouvres le pot, puis tu le lances dans l'herbe, tu sais, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'asphalte ici, c'est juste de l'herbe. Oui. Les gens étaient comme, oh la vache! Puis là, à un moment donné, je suis allé dans le métro de Paris en 98, la première fois. Puis, je savais pas où aller, donc j'ai demandé au contrôleur, je dis, j'ai jamais pris le métro, j'aimerais aller à telle place. Donc, lui, il a vu mon accent, il se disait, c'est la première fois que je prends le métro tout court. Fait que là, il m'embarque dans le cockpit du métro, tu sais, alors qu'on a un métro ici depuis toujours, mais je voulais pas briser son moment. Fait que là, il m'a embarqué dans le cockpit à l'avant. Puis là, il me dit, et vous savez quoi? Le métro va sous la terre. Il m'a donné un cours de métro. Moi, j'ai joué un peu le jeu. J'ai fait, ah ouais, sous la terre. Wow, c'est le futur. Il était vraiment fier. Puis il y avait tout le temps les messages dans le métro de Paris. Beware of the pickpocket. Faites attention aux pickpockets. Ben, il doit y avoir beaucoup de pickpockets à Paris. Et du coup, Ouais. pour revenir à Walmart, Oui, 2 millions d'employés, du coup, Oui. tu te sentais un peu comme... un numéro. c'est ça. Oui, alors que ce qu'ils veulent, paradoxalement, ils veulent construire une espèce de côté très communautaire entre les employés familiales, tu sais, la chanson, on a tous nos name tags, on est des associés, on n'est pas des employés, ils nous appellent les associés pour nous donner un sentiment d'appartenance à Walmart, alors qu'en réalité, on est payé le salaire minimum, alors que le patron de Walmart, c'est la famille Walton que ça, doivent faire à cette famille-là ensemble, doivent faire des revenus qui est plus haut que plein de PIB de plein de pays du monde. Puis on essaie de créer quand même ce petit côté d'appartenance-là. Moi, tu sais, il y a un petit côté secte. Tu sais, c'est à mi-chemin entre, je l'avais expliqué dans le livre justement, l'espèce de feeling de feeling que t'as tout le long, c'est tu peux t'amuser, mais pas trop. On te garde tout le temps à l'œil. Fait que c'est à mi-chemin entre Walt Disney puis l'armée. Tu sais, oui, amuse-toi, mais mange pas ta gomme, t'as pas le droit. Oui, t'as le droit d'être dynamique, puis on s'amuse, mais je veux pas voir avec ton cellulaire. Tu sais, les gens allaient se cacher dans les toilettes pour regarder leur téléphone. Si tu te faisais prendre avec ton téléphone, tu te faisais comme chicaner. Tu sais, il y avait ce côté-là un peu de se faire gronder, là, tu sais, qui était un peu infantilisant. Mais... c'est ça, mais c'est non. Puis les clients, c'est les pires clients de la planète Terre parce que nous, on avait un escalier, puis quand on allait travailler, on punchait notre carte. Tu sais, poinçonner la carte dans l'odorateur. Oui. Bon, ils font plus ça, les gens en général, j'imagine. Ben, là, ils faisaient ça chez Walmart. Et quand on grimpait à l'étage, il y avait un écriteau, puis il était marqué la personne la plus importante que tu vas rencontrer aujourd'hui est ton prochain client. Fait que c'était tout, ça montrait un peu c'est quoi l'état d'esprit. Chez Walmart, le client est roi, là, mais roi suprême, là. Tu sais, je pense que c'est un cliché de dire que le client a toujours raison, tout ça, mais chez Walmart, le client, ils te font bien sentir que c'est lui ton patron. C'est sans client, donc il n'y a pas de Walmart. Fait qu'ils sont vraiment tout le temps en train de te crier après. Moi, il y a des gens qui m'ont, à un moment donné, il y a un gars il trouvait pas son huile moteur, puis là, il avait déchiré un circulaire, puis il me l'avait lancé.
Puis les gens sont tout le temps très agressifs. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont là, qui c'est ça, ils trouvent, je sais pas quoi. Ça serait intéressant de faire la psychologie des clients de Walmart, mais ils ont un fort sentiment d'appartenance, puis ils te le font bien sentir. Mais oui, c'était une belle expérience. Ce livre-là, c'est bien vendu. C'était mon infiltration. Puis, ça a été je suis quand même fier de ce livre-là. Puis, je l'ai traduit on l'a fait traduire en anglais. Il y a une maison d'édition qui l'a traduit. Donc, je suis probablement millionnaire présentement. Mais je l'ai pas vendu chez Walmart, malheureusement. Mais à un moment donné, je l'ai vu sur Amazon, sur le site de Walmart. Pour aller mon livre. La cueillette, quoi, pour aller le chercher. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Mais je pense pas qu'ils vont le vendre là-bas, malheureusement. Voilà. C'est ça. On se demande pourquoi. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que c'est pas si contestataire de Walmart. C'est moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment plus le côté humain, la dimension humaine avec les employés, tout ça. Et je peux pas dire que j'ai trouvé un scandale. Je peux pas dire que j'ai été maltraité non plus. Bon, tu sais, c'est un peu, c'est ça, c'est un peu un mood un peu infantilisant, puis c'est pas là que ton cerveau il réfléchit le plus là, c'est très mécanique ton travail, mais j'ai été bien traité quand même. Et c'est ça qui est intéressant, Hugo, c'est que toi, t'avais déjà en tête ta date de péremption, c'est-à-dire que tu savais que c'était seulement 3 mois, mais j'imagine que t'avais aussi un double travail, c'est-à-dire la journée soulever des transpalettes à main nue, et aussi, j'imagine, commencer à écrire quelques bribes du livre. Tout à fait. Je faisais ça sur l'heure du dîner. J'allais tout le temps au même resto. Souvent, c'était un resto asiatique dans le Mail où le supermarché était. Et j'allais me cacher là. Puis tu sais pourquoi j'allais là? Parce que c'était un restaurant un petit peu cher. Donc, je savais que mes collègues de Walmart pourraient pas y aller. Et c'est en 3 mois, et je les ai jamais vus. Puis moi, j'allais écrire, j'avais mon ordi. Puis j'allais écrire des chapitres, tu sais, des bouts. C'est un journal de bord que je faisais. Puis c'est un peu ça qu'on a publié. C'est un journal, ça s'appelle le journal d'un associé. Donc, c'est chronologique et tout. Et quand je revenais, je revenais avec mon ordi. Puis j'allais le mettre dans le casier. Puis je me sentais vraiment un espion, là. J'étais un espion. Puis c'est ça aussi, à un moment donné, ce qui est difficile, c'est d'un point de vue psychologique, c'est que tu travailles avec des gens étroitement. Tu sais, tu passes 40 heures de ta semaine avec des collègues qui, eux, te racontent leur vraie vie, leur vraie rupture amoureuse, leurs vraies difficultés. Puis toi, t'es tout le temps en train de leur mentir parce que tu peux pas leur dire que t'es un journaliste undercover. Mais c'est stressant. À un moment donné, ça devient un peu empoisonnant. Cette espèce d'ambiance-là où tu mens tous les jours. Puis moi, je me sentais très mal par rapport à ça, là. Puis quand je leur ai annoncé que finalement j'étais un journaliste, j'appréhendais beaucoup leur réaction. J'avais très peur. Puis finalement, ça a bien été. Puis il y en a plusieurs qui m'ont dit que ils étaient très très contents du résultat. Ils ont lu le livre, tout ça, puis qu'ils sentaient que ça... Il y en a même qui m'ont dit « T'aurais dû mettre mon vrai nom » parce que moi j'ai mis des faux noms. C'est ça. Puis ils ont dit avoir su que j'aurais aimé mieux que tu mettes mon vrai nom parce que j'endosse tous les propos puis tout ça. Puis souvent, ces gens-là sont même plus à l'emploi de Walmart. Il y a un roulement incroyable chez Walmart, là. Mais oui. C'est la partie la plus difficile des infiltrations. C'est tout le temps de jouer un jeu puis de mentir puis d'être tout le temps stressé. À tous les jours, on m'appelait dans l'entrepôt parce que j'avais mes palettes de lait puis de crème glacée qui arrivaient dans l'entrepôt en bas. Puis à toutes les fois que mon nom résonnait dans le magasin, Hugo a demandé à la réception. À toutes les fois, je me disais fuck, ça y est, ils viennent de me googler ou ils m'ont démasqué. Puis là, tu penses tout le temps que tu t'en vas te faire dire « Ouais, ben là, t'es un journaliste infiltré. » Puis là, ils te jettent dans un cachot, tu sais, que Walmart doit avoir dans toute leur... Alors qu'en vérité, t'as juste confondu et interverti le lait 0% et 3%. C'est tout. C'est une leçon d'humilité. Ou, finalement, personne Google personne. C'est ça que ça veut dire. Ah ouais? Ouais. Ce qui est peut-être correct, là. Mais en même temps, tu sais, il y a personne non plus qui se dit « Ah, ça, c'est peut-être un journaliste, là. » C'est juste des journalistes qui pensent ça. Mais personne pense ça. Ouais. Mais tout au long de ta carrière littéraire et journalistique, t'arrives toujours à switcher et sauter entre le réel et la fiction. Par exemple, avec ton dernier ouvrage, Olivia Vendetta. Excellent placement de produit. Merci. Oui, effectivement. Mais c'est peut-être le livre que j'ai fait qui est le plus littéraire.
Si je me fie au feedback, tu sais, ça fait quoi? Même pas un mois qui est sorti. Ça fait un mois aujourd'hui qui est sorti. Hey, c'est mon un mois de sortie aujourd'hui. Et j'ai quand même plus de réactions que dans mes autres livres. J'ai eu une bonne critique aussi dans la presse. Qui, je pense, j'ai senti l'effet. Parce que c'est un journal quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se fient aux critiques de la presse pour leur choix de lecture. On arrive dans un moment où l'été commence. Donc, il y a beaucoup de gens qui le lisent en vacances. Et les gens le lisent rapidement. Mais c'est peut-être le truc le moins... Habituellement, tu as raison il y a tout un lien un peu journalistique. Tu sais, le dernier livre que j'ai fait, ça s'appelait Le Patron. C'était mon premier roman. Et ça se passe dans une salle de rédaction à deux époques différentes. Donc, dans une salle jeune, aujourd'hui, là, tu sais, avec les YouTubers, puis tous les clichés que tu veux. Puis c'est très conflit intergénérationnel entre un vieux patron un peu désabusé, puis des jeunes employés qui sont évidemment en réalité... pas des employés, peut-être pas des humains. Mais là, je me suis vraiment plus amusé c'est un peu dans le style. Mais l'histoire est quand même très concrète. C'est très journalistique. C'est des journalistes et tout ça. Et Walmart, bon, c'est un essai. Donc, la démarche est journalistique. Même le truc, ma fausse biographie, c'est un truc journalistique parce qu'il y a une démarche. C'est même, à la limite, c'est une enquête, là, carrément, sur un phénomène. Tandis que ça, ben, c'est la première fois que je me sens pas mal de me considérer un auteur. Tu sais, habituellement, je suis tout le temps, tu sais, je l'assume pas, je suis plus un journaliste. Ouais. Le mot écrivain, tu sais, je suis pas rendu là dans mon cheminement pour me le donner. Auteur, dans celui-là, je me dis, oui, là, je suis un vrai romancier pour ce livre-là parce que c'est une histoire qui existe pas, qui est pas journalistique. Tu sais, c'est vraiment le classique, là. C'est une vengeance contre des anciens bullies du secondaire. Fait que c'est un thème très universel et un fantasme, là, tu sais, assez répandu d'aller régler tes comptes avec ton passé. Donc, tu sais, c'est quand même une trame connu, mais tu sais, que j'ai campé dans un décor très banlieue de Montréal où j'ai grandi. Fait que tu sais, il y a un petit côté peut-être autobiographique en ce sens-là, mais le journaliste est plus loin dans ce... Je me suis informé par contre parce que bon, j'ai un personnage principal qui est une femme trans. Je suis un homme blanc dans la quarantaine. Comment qu'on dit ça? Hétéronormatif. C'est le mot que tu as utilisé, oui. Oui, c'est ce genre. Donc, c'était casse-gueule en partant d'explorer un thème avec en 2021. Tu sais, il faut être sensible quand même à ces réalités-là. Et j'ai voulu quand même... Je voulais pas, moi, écrire quelque chose qui était complètement disjoncté par rapport à la réalité. Fait que ce qui existe maintenant, c'est un comité de lecture sensible. Ça, c'est... maintenant, tu fais lire ton livre à des gens qui connaissent ces enjeux-là. Donc, je l'ai fait lire à 4 femmes trans. J'ai fait mes recherches aussi, tu sais, avec... j'ai lu, je me suis documenté, j'ai lu de la littérature trans pour me mettre dedans. Mais jamais je prétends être trans puis connaître les réalités trans. Tu sais, ça serait comme Walmart de faire semblant que je sais c'est quoi vivre au bas de l'échelle. Tu sais, je garde quand même un détachement parce que je peux pas prétendre connaître la réalité d'une femme trans. C'est pour ça que tout ce que je voulais faire, c'est une femme trans qui kick des culs, là. C'était ça mon but, là. Une super héroïne. Tout simplement, mais je rentre pas dans tout le côté transidentité, tu sais, parce que je connais pas ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, Hugo, à l'âge de la quarantaine... Oui. Merci. T'étais dedans pour... Merci de me le rappeler, Victor. Quand t'écrivais, par exemple, Patron, oui. Du coup, c'est exactement le thème de ce livre, c'est-à-dire le décalage générationnel. Du coup, j'imagine que c'est un peu le fil rouge dans tous tes ouvrages et même dans Olivia Vendetta. Oui, t'es fort, c'est vrai. J'avais jamais remarqué. Finalement, c'est ça j'ai un problème avec vieillir. Mais oui, ça fait partie beaucoup de ma vie parce que je travaille chez Urbania avec des gens qui ont à peine plus vieux que toi, qui ont 21, 22. Puis je pense qu'il y a une partie de moi qui s'ennuie beaucoup de ces années-là, puis qui appréhende beaucoup la vieillesse, de plus être dans le coup. Ouais, non, c'est vrai. C'est quelque chose qui m'intéresse. On est tout... Je regarde beaucoup tu sais, mettons, je regarde un film, je me demande beaucoup le comédien à quel âge. Tu sais, mettons que c'est un vieux film, tu sais, Russell Crowe dans Gladiateur. Ben, là, si je le réécoute, je vais me dire, il y avait quel âge, Russell Crowe? Puis là, je vais googler, puis là, je vois qu'il avait comme 35 ans, puis là, je suis un peu déprimé.
Je me dis, ok, je suis rendu comme 8 ans de plus vieux que lui dans ce film-là. Ou, mettons, ouais, tu vois le genre. Fait que n'importe qui, aussi dans la société, quand tu te promènes, je réalise que de plus en plus les gens, ils deviennent de plus en plus jeunes que moi, puis j'avoue que ça me fait peur un peu. Tu sais, les enseignants de tes enfants, les policiers qui t'arrêtent, la personne qui travaille, le médecin, l'infirmière, les gens de la construction, je regarde puis je remarque qu'ils sont en train d'être de plus en plus jeunes. Puis moi, je vieillis, tu sais, j'ai un pied de l'autre côté. Puis un jour, je vais être plus vieux que tout ce monde-là. Fait que, tu sais, là, on dirait que j'ai un pied de chaque côté. Puis j'avoue que ça me stresse. Ouais, j'avoue que c'est quelque chose, moi, qui... c'est cliché, là. Tout le monde veut rester jeune, là, j'imagine. Mais moi, dans mon cas, j'avoue que je trouve ça plus difficile de devenir complètement dépassé. Tu sais, déjà avec mon fils qui a 13 ans, tu sais, je vais le porter à l'école, puis de loin, tu sais, toi dans ta tête tu penses que t'es encore un peu cool, mais lui dans sa tête il est comme tu sais, reste loin. J'avais un chandail de Batman, puis tu sais, il avait vraiment honte là, il était comme ça y est, tu sais, mon père qui essaie d'être jeune et cool et dans le vent, mais tu sais, ouais. Il y a rien de pire, je pense, comme sentiment dans la vie que de susciter la honte chez tes enfants, mais tu sais, j'y échapperai pas. J'avais honte de mes parents aussi. Je pointe en haut parce que mes parents restent en haut de chez nous. Donc tu vois, j'ai même pas encore vraiment quitté la maison. C'est vrai, ils sont en haut? Oui. Donc le monsieur qui est passé, c'était ton père? C'était mon père. Waouh. Ok. Oui, on est comme intergénérationnel. D'accord. Ça fait 15 ans qu'ils sont en haut. Ok. Mais tu vois, sur mon âge, quand je suis arrivé, le voisin là, il avait mon âge aujourd'hui. Là, il est pas là. Ok. Robert, il avait 43 ans, j'ai 43. Puis quand je suis arrivé, je me souviens, je trouvais que c'était un dinosaure, là, c'était la personne la plus vieille au monde. Là. Mais là, je suis rendu à son âge aujourd'hui, fait que je bats trip un peu. Là. D'accord. C'est ça. Ouais. Toi aussi, tu vas avoir 43 ans un jour. Oui. Oui, ça va t'arriver. Mais ton défi, dans le fond, dans la vie, c'est de faire assez bien pour pas trop vouloir retourner dans le passé. T'sais. J'essaie d'en profiter puis de faire le plus possible ce que je peux puis de m'amuser puis tout ça puis de faire ce que j'aime, mais j'avoue que tu sais il y a pas, à moins d'être très croyant, il y a pas de deuxième chance là, ça reviendra pas là, fait que l'idée c'est d'en faire le plus possible pendant que tu peux là. C'est plein de philosophie aujourd'hui. Tu vois comment que c'est la sagesse. À 18 ans, j'aurais pas fait ça, j'aurais cassé quelque chose. Tu sais, j'aurais fait un graffiti derrière contre la société, mais là tu vois je suis comme un peu ouais. Lâcher prise et faire du camping. Ouais, je déteste le camping en plus. Mais t'es revenu du camping il y a 1 heure. Ouais, je sais, mais Tu te forces. je me force, je le fais. Il y a des choses dans la vie qu'on fait pas nécessairement pour nous, mais pour le bien commun, pour la famille. Mais en même temps, on n'avait pas une tente, on avait une yourte, Un tipi. un genre de C'est encore mieux, non? Oui, au moins c'est ça, on n'était pas dehors. Mais tu sais, quand même, tu vas aux toilettes, c'est des toilettes publiques, puis tu vois le genre, là. Il y a des maringouins, des moustiques. Mais là, présentement, c'est la saison haute, là. Fin juin, comme ça, tu te fais manger, là, par les insectes, là. Ah oui, il y a une piqûre. Je dois avoir des piqûres partout, Juste là. ici. Ouais, ben c'est ça. J'en ai partout. Ok. Ouais, non, c'est ça, c'est vorace. Puis t'es sale, je me suis pas lavé. Est-ce que je pue pas? Non? Ok. Mais je me suis lavé dans le lac. Ça, c'est quand même bucolique, ce matin. Hein? Puis Ok. en plus, je me suis un peu chicané avec ma blonde. Parce que elle a très très mal placé les bagages. Parce que moi, le problème, c'est qu'on est parti avec... On est revenu avec plus de stock que quand on est parti. Ce qui est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Tu sais, quand on est parti, c'était correct, c'était peinard, il y avait de l'espace. Là, on est revenu, ça déborde de partout. Je vais l'abattre tantôt. Là. Vous avez pas enregistré ça? Hein? Oups. Et t'as aussi vu des ours, Hugo? Oui. Ben, en général dans la vie? Ouais. Non, au camping. Ah, oui, ben évidemment, les ours sont toujours là. Donc, tu prends un pot de miel, tu le lances dans l'herbe, puis là, l'ours s'en va. Ben, je les combats à main nue des fois, par contre. Ça dépend aussi de comment je me sens, là. On le fait tous au Québec. Toi aussi, c'est l'initiation, là, en fait, là. J'allais dire que justement, c'est parfait parce que quand tu lances le pot de verre avec du miel, Ouais. le verre se casse et ça crée un incendie, ce qui est parfait. Un incendie. Ah oui, avec le verre, tu sais, les rayons du soleil, ils convergent. C'est de la science, c'est de la physique. Ok, ouais. Oui, effectivement. Ça serait un drôle de feu. Improbable, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire comme la loupe. Exact, Okay, c'est ça. Ok, ouais, t'as de l'imagination, c'est bon. Ouais. C'est cool.
Océane, il y a comme une chorégraphie. Mais non, c'est ça. Moi, je pense que quand tu travailles fort dans la vie, c'est pour... la récompense de ça devrait être de pas faire du camping. Tu sais, tu travailles assez fort dans la vie pour avoir une salle de bain, avoir un lit. C'est pas pour aller te faire chier en camping avec des mouches puis d'aller faire une file d'attente pour aller aux toilettes. C'est quelle horreur. Puis il y a plein de gens. Ah non, c'est ça. Mais ma blonde aime beaucoup ça, le camping. Les enfants aussi un peu quand même. Là. Fait qu'il faut faire des choses pour la famille. Surtout quand on est un écrivain tourmenté comme moi. À succès. À succès, tu sais, on est toujours en train d'écrire un peu, tu sais, tout perdu dans ses pensées. C'est ça. Hugo Meunier, merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'était-tu ça que t'avais en tête? En tête. OK. 2. T'es pas trop déprimé du résultat de cet entretien-là? Ah, du message de vie de 43 ans. Ouais, c'est un peu... ouais. Bah, c'est vrai que ça m'a mis un coup de froid. Ah ouais. Mais... Non, au contraire, tu vas sortir d'ici, tu vas dire « Ah, je suis tellement content d'avoir mon âge, d'avoir 18 ans. » Tu vas aller célébrer la vie encore plus. Ouais. Tandis que moi, je vais aller pleurer dans le sous-sol comme d'habitude. Rouler en boule en écoutant la trame sonore d'Amélie Poulain.